suis venu ici ce week-end. J'étais venu il y a un an faire une conférence sur la chouannerie à l'invitation de Catholiques de France qui avait été beaucoup appréciée. Donc je suis très content de revenir aujourd'hui ce week-end, voilà, retrouver le même public, retrouver les mêmes personnes que j'avais vues à l'époque, mais qui défendent de nouvelles questions, ce qui permet d'avoir de nouveaux échanges, d'approfondir. Donc c'est plutôt évidemment le thème de la chouannerie qui intéresse en premier. Voilà, donc je suis venu alors sans mon éditeur. Je suis édité dans une petite maison d'édition vendéenne, Le Lys et le Lin, qui fait surtout des livres sur les guerres de Vendée et la chouannerie en premier lieu, et puis des livres d'histoire de manière générale, voilà, dans un deuxième temps. La biographie sur Pierre Duchesla, qui était un compagnon d'armes de Cadoudal, hein, le premier chouan, on va dire. Je suis originaire de ce même petit village où il est né, donc voilà, l'intérêt a fait que j'ai voulu me pencher un peu sur qui était ce personnage et puis écrire la première biographie le concernant. Je tiens à préciser qu'il n'avait pas un rôle négligeable dans la chouannerie, il faisait partie vraiment des chefs de division dans le Morbihan, il avait plus près de 2000 à 3000 hommes sous ses ordres, et puis il était très proche de Cadoudal pendant un bon moment. Pour le deuxième livre, qui traite un peu plus des guerres napoléoniennes et du rôle de la Suisse pendant les 100 jours, là aussi c'est une histoire personnelle. J'ai un frère qui s'est installé en Suisse il y a quelques années, donc c'est un pays que j'ai appris à découvrir et à apprécier, avec les bons et les mauvais côtés. Et l'envie de faire aussi de l'histoire militaire pure a fait que je me suis tourné vers ce sujet. Le point commun entre les deux, c'est qu'on reste sur la période de la Révolution et de l'Empire, deux périodes indissociables et des périodes de grands bouleversements, de grands changements, donc qui sont très intéressantes à étudier quand on est passionné d'histoire. Là, je suis entre deux feux avec mes deux thématiques, la chouannerie ou l'histoire militaire suisse, à jongler de l'un à l'autre, ne serait-ce que dans les événements où je suis invité, à me retrouver parfois dans le milieu napoléonien, des historiens napoléoniens, ou comme ici, voilà, plus catholique et royaliste. Et j'apprécie beaucoup les deux tout autant. Mais je pense que je vais plutôt revenir vers la chouannerie et en particulier éventuellement sortir un livre sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la différence entre les guerres de Vendée et la chouannerie. Étant donné que par ma maison d'édition, j'ai beaucoup côtoyé le milieu des historiens vendéens, je suis toujours dans la comparaison H24, donc étudier et approfondir ce sujet. Voilà, un futur projet. Je ne me vois pas faire du roman, je n'ai pas d'imagination, je n'ai pas la capacité pour inventer. Ce que j'aime bien dans l'histoire, c'est que tout est écrit, il y a un plan d'avance en fait. L'historien est un enquêteur, ça j'apprécie beaucoup. Enquêter, trouver des faits, analyser, recouper les informations et produire voilà, des conclusions qu'on peut toujours remettre en question, ce qui est très intéressant. Tandis que dans le roman, alors oui, certains trouveront plaisir à imaginer, à créer, même si c'est un roman historique, voilà, à créer des personnages, mais je suis beaucoup moins à l'aise avec ça. Donc oui, ce sera toujours l'histoire, je pense, la première passion. Alors, notre objectif, qu'on a essayé de resserrer de plus en plus, il s'agit vraiment de baser notre action sur l'éducation de l'enfant et l'élévation du catholique, qu'il soit jeune ou pas. C'est une façon en fait de mettre nos compétences professionnelles au service de notre foi, parce que donc je suis graphiste dans la vie et c'était une occasion de vraiment s'aérer la tête, voilà, pour réaliser des œuvres qui étaient en train de se perdre et les mettre à disposition du plus grand nombre. Pourquoi on est parti dans des rééditions? Il y a une des raisons qui nous a sauté aux yeux. Et il y a une anecdote récente qui nous est arrivée qui nous fait penser qu'on est plutôt dans la bonne voie. C'est-à-dire que j'étais en train de boire un verre avec un ami à qui je venais d'offrir un Sacré-Cœur et un Cœur Immaculé de Marie. Et au milieu de la discussion, on discutait un petit peu avec la serveuse. Et au milieu de la discussion, cet ami lui présente un portrait de la Sainte Vierge et lui demande de qui s'agit-il. La serveuse n'a pas su répondre et n'a même pas posé de questions pour savoir ou essayer de deviner ou nous demander de qui il s'agissait. Donc il nous paraît urgent de rappeler à tout le monde le visage de leur Sainte Reine. À l'origine, je suis violoniste de formation classique et je sais jouer d'autres instruments, ce qui me permet de pouvoir tout produire moi-même. Et j'ai lancé Fleur d'Épine en novembre 2021, ce qui était d'abord une chaîne YouTube qui existe toujours. Vous pouvez d'abord me retrouver sur YouTube en tapant Fleur d'Épine. J'ai obtenu de pouvoir enregistrer mon premier album en studio professionnel, Flamme Vaillante. Et donc je présente cet album en vente sur la boutique des éditions Clotilde 10. Alors c'est de la chanson catholique
contre-révolutionnaire à la croisée entre le cantique, le chant de combat et la chanson populaire française, tradition française. Donc j'écris moi-même les paroles, je compose la musique en harmonie avec les paroles pour que l'ensemble, l'ambiance qui se dégage élève le plus possible en fait l'auditeur vers Dieu, vers la foi, vers la patrie. Donc je parle de la France, je parle de la religion catholique et je parle évidemment beaucoup de Dieu, avec des thèmes comme les guerres vendéennes ou simplement l'espérance, Notre-Dame. J'ai fait 2 chansons à la Vierge Marie qui sont malheureusement pas sur l'album, mais d'autres projets sont en cours de préparation. À vous, Marie, j'ai confié toute ma peine, combien mon pays est mort et ruiné. À vous, Marie, j'ai raconté cette haine contre ma France qu'ils ont assassinée. Flotte blanche bannière, en haut des tours de mon pays, Notre-Dame, douce mère, en vous je me confie, en vous je me confie. J'envisage aussi de reprendre des chansons que personne ne chante jamais, qui sont un peu oubliées dans les tiroirs, et également de démarrer une collection de petites chansons pour enfants, pour leur rentrer dans la tête, si j'ose dire, la foi catholique et l'attachement à notre religion et à notre patrie. Acheter le temps perdu par le péché, perdu par vanité, perdu par des futilités. Racheter le temps, c'est tout donner à celui qui nous a tant aimés, en qui nos fautes sont effacées et nos folies. Nous sommes les éditions du CSRB, du Cercle Saint-Robert-Bellarmin, et nous sommes venus aujourd'hui pour soutenir la jeune équipe motivée des catholiques de France, et puis pour présenter notre jeune maison d'édition. Voilà, nous sommes venus avec un grand panachage de livres. Nos livres phares sont 60 ans de religion conciliaire, qui en fait a démarré, c'est avec ce livre-là qu'on a démarré la maison d'édition. Et ensuite les catéchismes, catéchisme de Saint-Pie X, catéchisme de la doctrine chrétienne, catéchisme de Moissé. Et puis avec un jeune auteur, Cyril Dubois, qui est breton, toute la série de la chute de Sardes. Et voilà, et puis d'autres rééditions, Monseigneur de Ségur, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, Saint-Jean Chrysostome, voilà, le droit des catholiques de se défendre. Et puis on a amené aussi également les éditions Saint-Agobard de M. Labériou et les éditions Cantamoro qu'on diffuse dans notre maison d'édition. Voilà. Nous avons aussi également des jeunes auteurs qui sont venus aujourd'hui, comme M. Dubois, comme M. Taillade, qui sont venus signer leurs ouvrages à cette journée des catholiques de France. On voulait de bons ouvrages, des ouvrages qui durent, donc on a beaucoup insisté nous sur la qualité de nos ouvrages. Donc on a des ouvrages qui sont systématiquement cousus avec des rabats, et voilà. Et donc oui, c'est la passion du livre aussi, passion du livre surtout chez mon mari, passion du livre. On a pas mal de projets, pas mal de choses à venir. On va travailler un petit peu sur d'Enguerrand, un livre très prochainement là qu'on devait sortir pour aujourd'hui, qui a un peu de retard, c'est La formation de la jeune fille de Bettman. Voilà, dans le projet immédiat, voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je suis ici présent et j'ai été invité donc par les catholiques de France, je vous en remercie. C'est à la suite de mon intervention le 23 octobre pour le lancement de la croisade du linceul de Turin, de la vérité sur le linceul de Turin, qui a été authentifié donc après 30 ans de... Et aujourd'hui, je suis intervenu sur le sujet. Le sujet, c'est Racine et devenir de la France, pour inverser, puisque la grande figure actuellement, c'est l'inversion de tout, nous sommes un monde à l'envers, en partant le devenir de la France, qui est une course à l'abîme, tout le monde le dit. Bon. Les racines, c'est évidemment au premier regard la Révolution, au deuxième, c'est les droits de l'homme, mais c'est surtout l'inversion du verbe. Tout a été fait par le verbe, et ceux qui utilisent le verbe, ce sont nos ennemis. Ils nous prennent nos biens pour les utiliser, et c'était surtout, je dis, du mal français. C'est-à-dire, je ne parle pas de l'avenir tant de la France que l'avenir du mal français qu'il faut éradiquer. Et en ayant éradiqué le mal français, peut-on dire qu'il y a l'inversion du langage,
qui est la tête coupée de la France, qui n'a plus de tête, qui est dominée par les ennemis, et bien c'est là qu'est la solution. Et la clé, c'est le linceul de Turin, dont nous avons, et c'est ma raison, je veux dire, essentielle, de dire nous avons la bombe atomique au bon sens du terme, effectivement, c'est le linceul de Turin, la preuve de la résurrection qui était à la base de notre civilisation et qui permet d'être la clé de lecture de l'inversion du monde moderne, notre but étant de remettre les valeurs à l'endroit et surtout pour chasser les hommes d'iniquité qui sont au pouvoir, de chasser les valeurs des droits de l'homme, c'est-à-dire d'éradiquer complètement les droits de l'homme et de mettre la véritable théologie politique qui va faire monter les hommes, et pour reprendre la célèbre phrase d'Augustin Cochin, ce merveilleux auteur, qui disait « La Révolution française, et donc le drame de la France, peut-on dire, c'est le peuple qui passe des mains de ceux qui ont le droit de commander à ceux qui ont l'art de mentir. » Et donc je suis venu là pour initialiser et continuer, grâce en s'appuyant sur le linceul de Turin, qui est on peut dire le levier d'Archimède, faire en sorte que ce soit à nouveau les hommes qui ont le droit de commander qui remplacent ceux qui ont l'art de mentir et de tromper. Ce qui est très important, c'est que nous sommes les maîtres du langage, les disciples du verbe. Et le verbe, c'est le langage, c'est la grammaire. Nos ennemis, paradoxalement, nous dominent par le langage. Et donc mon livre maître, tout le monde le reconnaît, c'est La tête coupée ou la parole coupée. Comment on nous coupe la tête et la parole. Et c'est grâce à ce livre qui décrit la perversion du langage, l'inversion du langage, qui a donné la révolution, que j'ai compris le bon mode d'action pour démontrer l'authenticité du linceul de Turin, qui est le livre qui m'a amené ici. C'est bien La science à l'épreuve du linceul, qui est ce livre qui a triomphé notamment du carbone 14, qui est mort en 89, et c'est la démonstration. C'est-à-dire que vous êtes devant un objet, une énigme, et dans la vie nous avons beaucoup d'énigmes, politiques, personnelles. Comment l'épistémologie, parce que je suis mathématicien, épistémologue, linguiste, historien des sciences, expert en sciologie, comment faut-il poser le problème pour le résoudre? Et ce livre, donc pendant 1h30, et je conseille, c'est celui qui a triomphé du carbone 14 et du British Museum et de Mike Tite. Ça, c'était le premier livre. Et puis après, la démonstration a continué. Comment le British, finalement, Museum a été vaincu. C'est le procès. Donc vous avez, peu importe le procès, en contrefaçon du linceul qui a été fait au British Museum. Et puis ensuite, vous avez le livre suivant, c'est l'énigme du linceul, hein, qui reprend toute l'histoire et qui incorpore Rome. N'oublions jamais que 18 nations ont été invitées à Rome. J'ai rencontré Jean-Paul II à cette occasion. Et à l'unanimité, tous ceux qui ont travaillé ont conclu à l'authenticité. Tous. Et donc, ça montre qu'évidemment, Wikipédia est un site complotiste, puisque Wikipédia dit exactement l'inverse de la vérité. Donc, il faut le savoir, la science a conclu. Et après, la grande question, c'est pourquoi est-ce que l'Église du Vatican, qu'on pourrait appeler en cela Église apostate, a refusé maintenant de reconnaître le linceul. Le linceul de Turin a été validé, considéré comme authentique, authentifié par l'Église jusqu'à, donc de 1471 par Sixte IV, l'auteur de la Chapelle Sixtine, jusqu'au 13 octobre 1988, lorsqu'un cardinal archevêque Balestrero a annoncé la datation carbone 14 et a choqué toute la presse italienne parce qu'il disait en gros « je suis ravi, je suis le gardien du linceul, je pensais qu'il était faux, je le sais ». Et à ce moment-là, l'Église a destitué le linceul, l'Église de Rome, si je peux dire, du statut d'authentique au statut d'icône. Ce qui est très hypocrite, parce qu'une icône, c'est une image, donc c'est un faux. Donc l'Église de Rome, actuellement, est dans cette position, et le linceul d'authentifier devient disqualificateur. Et effectivement, actuellement, l'Église de Rome est dans une situation d'apostasie. Et le linceul, donc, c'est l'arme totale de validation de la vérité, et c'est vraiment, on peut dire, bien entendu, la puissance du linceul de Turin aurait stupéfié Bossuet ou un Pascal, et la hauteur, la puissance de la preuve, le linceul de Turin, preuve de la réalisation, est à la hauteur du précipice de l'apostasie et de la destruction de l'intelligence. Voilà, mon combat, c'est la défense de l'intelligence, et mon site s'appelle Réarmer l'intelligence. Il faut réarmer l'intelligence pour remettre les hommes qui ont qualité à commander au pouvoir, et grâce justement à la vérité. La vérité nous délivrera, et c'est ces éléments-là. Merci.